Après la chute de la tour de Babel, les hommes se dispersèrent sur toute la surface de la terre, implantant des colonies à travers le monde. Certains allèrent au-delà des mers à bord de navires. Certaines nations gardent encore les noms que leur ont donnés leurs premiers fondateurs. Dans le livre de la Genèse et dans les écrits de Joséphus, un historien juif du 1er siècle, il est question d'une migration préhistorique de Mésopotamie en Afrique. Seraient-ce les Mésopotamiens qui, en s'installant en Égypte, auraient donné naissance à la civilisation pharaonique? Au plus profond du désert oriental, le long des gorges qui relient la mer Rouge au Nil, nous avons découvert des milliers de pétroglyphes. Cette imagerie mythologique pourrait détenir le sens caché d'une incroyable aventure préhistorique. Est-il possible que derrière la légende biblique de la dispersion des nations se cache un véritable fait historique? Pour le savoir, nous nous enfonçons dans le désert oriental égyptien, vers l'île de la Flamme où les dieux égyptiens sont nés. Durant la dernière décennie, toute une série de missions archéologiques ont été menées dans le désert pour explorer les vastes étendues sableuses et montagneuses situées entre le Nil et la mer Rouge. Ces recherches ont été entreprises dans la continuité des découvertes faites au début du XXe siècle qui avaient montré que cette contrée désertique avait été autrefois une savane semi-fertile avec des trous d'eau et une abondante vie sauvage. Des milliers de dessins préhistoriques gravés dans la roche figurent des animaux de toute taille et de toute forme. Il y a des hommes parmi eux, les chassant ou les domestiquant. Plus surprenant, on retrouve des images de bateaux un peu partout sur ces rochers et falaises de l'oued égyptien. La période prédynastique, c'est-à-dire l'ère préhistorique qui conduit à la fondation de la première dynastie d'Égypte, reste un mystère pour les égyptologues. Il n'y a pas d'archives historiques de cette période, tout simplement parce que l'écriture n'en était qu'à ses balbutiements. Il n'y avait pas encore de récits tels qu'on les connaît aujourd'hui. Les historiens doivent alors s'appuyer sur l'étude des tombes et de ces remarquables dessins gravés dans la roche du désert pour reconstruire le passé de l'Égypte avant l'avènement des premiers pharaons. Selon moi, il existe une autre source d'information qui, bien interprétée, peut mettre en lumière cette ère mystérieuse de la Genèse égyptienne. La religion et l'iconographie royale des pharaons se réfèrent à un âge où dieux et rois légendaires ont apporté la civilisation à l'Égypte. Les textes anciens et les peintures mortuaires racontent le voyage du roi défunt dans le monde d'en dessous, en direction de l'Est, vers un lieu appelé île de l'embrasement ou de la flamme. Les dieux y sont nés et l'esprit du pharaon peut y renaître avec le soleil levant. C'est l'une des images les plus puissantes du système de croyance pharaonique. Lorsqu'on se tourne vers l'est du Nil, le regard porte sur les montagnes du désert oriental qui se découpent à l'horizon vers le lieu où le dieu soleil se lève. Au-delà s'étend la mer Rouge et plus loin encore vers l'est, de l'autre côté de la péninsule arabique, se trouve l'autre grande civilisation préhistorique, le royaume sumérien de Mésopotamie. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ces embarcations à haute proue gravées dans le désert indiqueraient-ils un rapport entre l'Égypte et l'Irak? Serait-elle un trait d'union qui nous permettrait de lier les deux premières grandes civilisations humaines?
Au moment où ces bateaux à haute proue sont gravés dans la roche du désert, des tombes d'une nouvelle peuplade apparaissent sur des sites comme Hierakonpolis et Nagada. On retrouve tout un ensemble d'objets nouveaux dans les tombes de guerriers, dont des poteries peintes montrant des bateaux avec des guerriers aux bras levés ou arborant une paire de plumets, les mêmes que l'on trouve gravés dans la roche du désert. Une nouvelle arme apparaît pour la première fois, des massues piriformes. Cette massue, ainsi que des armes de jet et des arcs, figurent sur des objets mis au jour dans la vallée du Nil. On les retrouve également dans l'art royal, comme sur la fameuse palette de Narmer. Peu après l'apparition de ces objets, les premiers pharaons prennent le pouvoir en Égypte, soutenus par une élite appelée les suivants d'Horus. Ces rois reçoivent le nom de Horus Narmer, Horus Aha, le combattant, et Horus Djet, le serpent. Plus tard, une légende attribuera l'unification de l'Égypte à Horus, le dieu de Hierakonpolis. L'idéologie de la royauté égyptienne repose sur le principe selon lequel le pharaon est un dieu incarné. C'est la théorie qui donne au pouvoir sa légitimité. Pour mettre cela en place, il faut reprendre ce qui a été fait à Hierakonpolis et affirmer que le pharaon est l'incarnation du grand dieu de la cité. C'est une idée qui a prévalu à travers toute l'histoire égyptienne. Tous les rois d'Égypte portent un nom d'Horus. Il n'est pas seulement question de l'iconographie primitive pharaonique, mais aussi d'objets et de matériel découverts par les archéologues et dont les origines sont clairement mésopotamiennes. Il y a par exemple cette sculpture figurant un homme barbu enturbané, des seaux cylindres, des figurines zoomorphiques, des vases de céramique à anses percées, tous caractéristiques de la culture mésopotamienne archaïque. Il y a également un lapis-lazuli d'Afghanistan. Il apparaît donc que les tombes de la fin de la période prédynastique témoignent d'un contact entre l'Égypte et les contrées de l'Est, contact qui serait au cœur des développements rapides survenus à cette époque sur les rives du Nil. De grands spécialistes ont suggéré qu'une nouvelle race, venue du sud de l'Irak, serait arrivée en Égypte, apportant avec elle un savoir technologique plus avancé et de nouvelles idées. Elle serait le catalyseur de la civilisation primitive égyptienne et de son évolution à venir. Et c'est elle qui aurait donné naissance à la race dynastique des rois. De nos jours, cette théorie est considérée comme dépassée, controversée, voire embarrassante. Les érudits évitent d'entrer dans le débat des origines de la race dynastique. Mais les preuves archéologiques fournies par des personnes comme Petrie et Winkler veulent bien dire quelque chose. Petrie était indiscutablement un génie absolu. Il a vu très clairement ce qu'il fallait faire pour répondre à des questions de première importance, relatives au départ à l'Égypte. Mais il considérait les choses avec beaucoup de recul et il a su voir que les éléments qui étaient apparus en Égypte étaient originaires d'autres contrées. C'était un homme d'un esprit brillant et pénétrant, un homme qui ne se contentait pas des réponses les plus simples. Il possédait et faisait preuve d'une énergie colossale. C'est ce qui lui a permis de révolutionner non pas seulement l'archéologie de l'Égypte, mais la discipline dans son ensemble. On ne peut pas tout simplement balayer les théories de Petrie et de ses collègues sans tout d'abord examiner les preuves qu'ils ont mises au jour. Après tout, ce sont des éléments qui leur étaient familiers et qui leur ont permis de conclure que la Mésopotamie était le berceau de la race dynastique. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'une peuplade venue de Mésopotamie s'est installée en Égypte durant les siècles précédant l'ère dynastique. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison au monde de nier la possibilité de la venue de Sumériens en Égypte à la fin de la période prédynastique, ou même au début de la période dynastique. C'est une théorie tout à fait envisageable du point de vue de la raison.
Les gens avaient des jambes et des ânes et ils se sont tout simplement déplacés. Mais à cette étape initiale de l'histoire humaine, 1000 ans avant les grandes civilisations de Babylone et d'Assyrie, quels étaient les habitants du pays entre les deux fleuves? La réponse, les Sumériens, une peuplade mystérieuse décrite par les spécialistes comme les fondateurs de la civilisation humaine, bien qu'ils ne sachent pas exactement dater l'apparition des premiers Sumériens dans les archives archéologiques. L'existence d'une culture pré-sumérienne dans le sud de l'Irak fait encore débat. Ce sont donc peut-être ces peuplades pré-sumériennes qui ont bâti les premières cités et qui ont inventé l'écriture. Les objets étrangers trouvés en Égypte semblent avoir été façonnés durant la période d'Uruk, ainsi nommée d'après la cité d'Uruk, un pôle urbain central au 4e millénaire avant notre ère. Il y a tellement d'objets mésopotamiens découverts dans les sables d'Égypte qu'on peut considérer comme certain que les deux civilisations sont entrées en contact. On peut affirmer qu'il y a sans doute eu un lien avec la Mésopotamie, que ce soit par des échanges commerciaux ou par le contact direct avec des Mésopotamiens venus en Égypte et plus particulièrement en Haute-Égypte. Quelle serait la portée de cette influence? Aurait-il apporté avec eux des idées et des idéologies qui ont influencé de façon significative le développement d'un État pharaonique en Égypte? Il n'y a pas que de petits objets qui m'ont convaincu d'une relation significative entre la Mésopotamie et l'Égypte. L'architecture royale égyptienne elle-même semble être à l'image des monuments de la première grande civilisation humaine. Notre quête des origines de la civilisation égyptienne nous emmène dans les plaines désolées du sud de l'Irak. C'est là que les premières grandes cités sumériennes ont prospéré aux alentours de 3000 avant notre ère. J'ai déjà établi un certain nombre de parallèles entre les objets de l'époque prédynastique égyptienne et ceux datant du début de la civilisation mésopotamienne. Mais il ne s'agit pas seulement de menus objets, il est question de bâtiments entiers. L'une des caractéristiques les plus communes des sites archéologiques du Moyen-Orient est l'architecture en briques crues comme ici. On la retrouve pour la première fois en Égypte durant la période Nagada II, mais la brique crue a été inventée plusieurs siècles plus tôt dans l'ancienne Sumer. Serait-ce un autre exemple d'une invention introduite dans la vallée du Nil par les peuples de l'Est? Les Mésopotamiens étaient passés maîtres dans les constructions en briques crues, bâtissant des structures très élaborées avec des façades à niches, appelées aussi façades de palais. Cette architecture caractéristique tire ses origines dans les temples et palais de la période d'Uruk. Or, ce même style architectural apparaît soudainement en Égypte, moins de 2 générations plus tard, pour devenir un symbole du pouvoir pharaonique. Plus tard, les tombes monumentales de la première dynastie à Saqqara présentent des façades très sophistiquées ornées de niches. Comment une structure aussi complexe a-t-elle pu être inventée en 2 lieux différents au même moment? L'exemple le plus frappant du développement de l'architecture des façades à niches se retrouve dans l'un des premiers grands monuments en pierre de l'histoire, le complexe de la pyramide à degrés du pharaon Djoser, qui marque le début de l'ère des pyramides. L'aspect le plus spectaculaire de ce bâtiment est la façade à niches très élaborée qui ceint le complexe. La cité funéraire de Djoser est une réplique en pierre des édifices de l'Ancien Empire, construit en roseau et disparu depuis longtemps. Ce bâtiment à toit voûté rappelle les habitations en roseau, connues dans le monde arabe sous le nom de moudif ou maison des hôtes. Il semblerait qu'il soit fait sur le même modèle. Les bâtiments rituels, comme les moudifs, sont construits avec des arches et des bottes de roseau. On en trouve dans le sud de la Mésopotamie, et ce jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'en voulant reprendre ce style architectural avec des briques crues, on aura tendance à créer des niches à degrés plutôt que de recréer l'arrondi des colonnes de roseau. Selon moi, les façades à niches ont été construites au départ pour imiter l'architecture de roseau.
Ainsi, ce que nous voyons au premier temps de l'Égypte et dans le sanctuaire de la pyramide à degrés correspond à l'architecture de roseaux, transposée en briques et en pierre. La structure reste identique aux moudifs de l'Irak ancien et contemporain. Il y a seulement 2 générations, ces terres désolées étaient de vastes étendues marécageuses, grouillantes de vie. Saddam Hussein a entrepris de grands travaux d'assèchement des marais afin de pouvoir contrôler les Arabes des marais, une tribu indépendante. Les marais de roseaux de Soummer avaient jusque-là traversé les millénaires presque intacts. Il ne reste plus que quelques zones marécageuses, modestes vestiges de ce que fut le paysage découvert par les premiers habitants des marais. Ces pionniers pré-sumériens ont bâti des communautés sur les îles de sable, vivant dans des huttes en roseaux. Ils se déplaçaient d'un campement à l'autre à bord d'embarcations en roseaux également, dans lesquelles ils transportaient leurs dieux d'un temple à l'autre. Les 3 principales ressources naturelles étant l'eau, les roseaux et la boue, ce sont avec ces 3 matériaux que sont construites les premières cités. C'est avec ces roseaux, des berdis, que les Arabes des marais construisent encore de nos jours leurs habitations et leurs motifs cérémoniaux, à l'instar de leurs précurseurs sumériens. Les constructions en briques crues, plus durables, ont pris le pas sur celles en roseaux, mais elles perpétuent le style architectural des moudifs avec ses arches et ses décrochements. L'architecture des façades à niches apparaît d'abord à Uruk et ensuite seulement en Égypte. Ainsi, comme toutes les innovations étrangères, l'architecture monumentale est introduite en Égypte via l'Irak. Les motifs de façade de palais et la royauté égyptienne sont inextricablement liés depuis les premiers temps. Nous savons que les origines des façades à Rodan, des grands mastabas, à Saqqara et ailleurs, ainsi que ceux des palais funéraires d'Abydos, viennent d'Uruk, en Mésopotamie. Maintenant, pourquoi les premiers rois d'Égypte ont-ils décidé de s'identifier à cette caractéristique? Pourquoi adopter un élément sumérien dans le sérek, le rectangle entourant le nom le plus sacré du roi, c'est-à-dire son nom d'Horus, le dieu incarné? C'est pourtant un symbole crucial de l'Égypte. Ce sérek, avec un motif de façade de palais, nous fournit la preuve d'un lien culturel fort entre les rois d'Égypte et les monarques de Sumer. L'association du faucon avec le sérek est tout à fait évidente. Le sérek est la transposition convenue d'une façade de palais, et elle semble tirer ses origines de la zone culturelle sumérienne. D'une façon ou d'une autre, c'est arrivé jusqu'en Égypte. Mais il n'y a pas que le nom d'Horus des rois égyptiens qui pourrait tirer ses origines de Mésopotamie. L'un des attributs iconographiques les plus caractéristiques du pharaon est la couronne blanche de la Haute-Égypte. On ne saurait faire plus typiquement égyptien. Il symbolise le pouvoir divin conféré aux rois et aux dieux. Il serait donc surprenant de trouver cette couronne dans l'art sumérien archaïque. Pourtant, la couronne blanche des pharaons était portée par les premiers rois mésopotamiens. Je trouve ça absolument fantastique. C'est l'empreinte d'un seau cylindre. En fait, c'en est une copie. L'original est au Louvre, je crois. Examinons-la en détail. Ce personnage, le monarque, porte une couronne blanche sur la tête, une couronne blanche égyptienne. Et que voit-on derrière lui? 2 symboles qui apparaissent également sur la palette de Narmer, le MM et cette sorte d'étoile. Pourtant, l'emblème derrière lui est un croissant de lune, comme on en voit en Mésopotamie. Cela ouvre des perspectives très intéressantes. Ces migrants venus de l'Est ne seraient pas seulement des habitants, mais aussi des monarques. Et que penser de celle-ci? Sur cette empreinte de seau cylindre, on voit 2 emblèmes typiquement mésopotamiens. Mais il y a au-dessus 2 hiéroglyphes égyptiens, le symbole K et le hiéroglyphe Me. On voit donc 2 hiéroglyphes égyptiens sur des emblèmes figurés sur un seau cylindre mésopotamien. Ainsi, tous les indices d'un lien entre l'Est et l'Ouest ne se trouvent pas qu'en Égypte. Les terres qui bordent le golfe Persique recèlent leurs propres secrets, lesquels pourraient donner un éclairage nouveau sur la naissance de la civilisation moyen-orientale.
regardons de plus près ce qui se passe en Mésopotamie pendant la période prédynastique égyptienne, c'est-à-dire avant l'apparition des premiers pharaons. Quand les habitants du pays des pharaons prennent la voie de la civilisation, les Sumériens, que je préfère appeler pré-sumériens, ont déjà bâti de grandes cités avec de somptueux complexes religieux. Ces premiers Mésopotamiens vénèrent de nombreux dieux, chaque cité possédant sa propre divinité. Les temples de ces dieux de la cité sont placés sur des plateformes élevées qui ont au fait de se transformer en pyramides à plusieurs étages. Ce sont les ziggourats. Ces montagnes façonnées par la main de l'homme témoignent des origines géographiques de ces pré-sumériens qui se sont installés dans la plaine de Mésopotamie. Si les dieux exigent de leurs fidèles qu'ils érigent des montagnes, cela veut dire que ces derniers viennent probablement des montagnes du Nord. N'ayant trouvé aucun lieu suffisamment élevé pour établir les statues de leur divinité, ils doivent le construire eux-mêmes en utilisant le seul matériau en abondance sur place, la brique crue. Ces entreprises titanesques demandent une administration efficace et de grandes réserves pour subvenir aux besoins des ouvriers. Une forme primitive de comptabilité est mise au point pour inventorier les quantités de matériaux, de nourriture et d'offrandes. C'est la naissance de l'écriture, et oui, il faut reconnaître que l'on doit une des plus belles inventions de l'homme à un comptable. Cela se passe durant la période d'Uruk, avant la première apparition de l'écriture en Égypte. Les premières tablettes sont presque exclusivement comptables. Elles inventorient la circulation des biens. Il s'agit d'un éventail restreint de choses qui sont heureusement faciles à dessiner. Animaux, bières et différentes variétés de blé. Des chiffres indiquent la quantité de chaque bien. Comme c'est une écriture pictographique, on ne peut pas traduire ces tablettes d'argile. Un pictogramme se passe de langage. Le dessin d'une vache désigne une vache dans n'importe quelle langue. On ne sait donc pas dans quelle langue c'est écrit. On dit communément que l'écriture cunéiforme de Mésopotamie n'a rien à voir avec les hiéroglyphes égyptiens. Par conséquent, ils ne peuvent avoir d'origine commune. Quoi qu'il en soit, les premières tablettes d'Uruk ne présentent pas encore de signes en forme de coin, mais des dessins dessinés à la pointe d'un roseau, tout comme les hiéroglyphes égyptiens. L'écriture cunéiforme est l'aboutissement de l'abstraction progressive de ce système de pictogrammes primitifs, plus réaliste, mais plus long à tracer. Il n'y a donc rien qui nous empêche de supposer une origine commune des deux cultures. Ce que j'essaie de montrer est qu'il n'y a pas seulement un contact commercial entre les deux peuplades, mais qu'il y a une migration de population depuis les terres relativement désolées des bords de l'Euphrate à la vallée luxuriante du Nil. Pour mettre cela en évidence, je vais examiner les légendes et mythes, les histoires de la première fois, comme les Égyptiens eux-mêmes appellent la période prédynastique. Il y est question de dieux venant de l'Est, apportant avec eux savoir et sagesse ésotérique. Les Sumériens ont un passé légendaire, au cours duquel la royauté est descendue du ciel à Eridu, la première cité sur Terre. Bien qu'on ait du mal à se le représenter aujourd'hui, l'archéologie a révélé qu'un imposant temple à terrasse a été construit ici, sur une île, au milieu des marécages. Ce lieu sacré s'appelait Nunki, la puissante place. La demeure d'Enki, le dieu de l'eau. Ce dieu a sauvé l'humanité d'un terrible déluge en prévenant un homme et lui enjoignant de construire une arche pour lui et sa famille. Ce récit nous est bien familier. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis être persuadé que la ziggourate ou temple d'Eridu correspond à l'édifice biblique de la tour de Babel, bâti par les hommes pour défier la puissance divine après le déluge. Qui a construit cet édifice légendaire? La réponse se trouve peut-être aussi dans la tradition biblique. Le livre de la Genèse mentionne un vaillant chasseur qui devient le premier grand souverain sur terre. Voici la descendance des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet, auxquels des fils naquirent après le déluge. Les fils de Cham, Couch, Misraïm, Put, Canaan.
Couche engendra Nemrod, qui fut le premier potentat sur terre. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé. Ainsi, selon la Genèse, le roi Nemrod, le vaillant chasseur, règne après le grand déluge. Nemrod est intimement lié aux grandes cités sumériennes. Un compte-rendu plus détaillé de la vie de Nemrod se trouve dans les écrits de Joséphus, le grand historien juif du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans son ouvrage Antiquité judaïque, il dit que c'est Nemrod qui fait construire la tour de Babel, et il nous explique pourquoi. C'est Nemrod qui incita la population à offenser et défier Dieu. Il était le petit-fils de Cham, fils de Noé. Il fit le serment de se venger de Dieu si ce dernier voulait encore une fois noyer la terre sous les eaux. Pour cela, il allait élever une tour si haute que les eaux ne sauraient l'atteindre. C'est ainsi qu'il se vengerait de Dieu pour avoir anéanti ses ancêtres. Afin d'être en mesure d'identifier le personnage historique derrière la figure légendaire de Nemrod et de dater la construction de la tour de Babel, nous devons localiser et dater le déluge lui-même. En dehors de la Bible, on retrouve la légende du déluge dans plusieurs textes cunéiformes, dont le plus célèbre est l'épopée de Gilgamesh. Sur la tablette 11 de la saga, le héros Gilgamesh rencontre le Noé mésopotamien qui a reçu l'immortalité des dieux. Gilgamesh est un roi d'Uruk de la période dynastique archaïque. Étant donné que le déluge relève déjà de la légende à son époque, il doit avoir eu lieu avant la période dynastique archaïque. À quel moment précisément de ce temps préhistorique le déluge a-t-il eu lieu? Un archéologue anglais célèbre a pensé avoir trouvé la réponse. Sir Leonard Woolley a fouillé le site d'Ur, la cité sumérienne. Il a mis au jour les riches tombes royales de la période dynastique archaïque qui correspond approximativement à l'époque de Gilgamesh. Ces découvertes au début des années 1930 ne se résument pas à cela. En fouillant à une grande profondeur, son équipe tombe sur une couche stérile de vases de plusieurs mètres d'épaisseur entre deux niveaux d'occupation. Dans cette couche de vase, il n'y a aucun fragment de céramique ni aucun signe d'occupation humaine. Devant la perplexité des archéologues, la femme de Woolley fait remarquer d'un ton léger « Enfin, mon cher, il s'agit du déluge, tout simplement. » Cette couche de vase déposée par les eaux se trouve en dessous de la strate correspondant à la période d'Uruk, temps de la construction des premières ziggourats. En d'autres mots, les premiers temples à terrasse de Mésopotamie sont construits peu après le déluge d'Ur. De nos jours, les érudits ne sont pas vraiment convaincus du rapport entre la trace de crue et le déluge biblique. Il n'y a pas d'indice archéologique d'un déluge universel dans le sud de l'Irak. Nous avons cependant des dépôts archéologiques qui sont le signe d'un certain nombre de petites inondations localisées à différentes périodes historiques. Nous devons peut-être à l'amplification et à la distorsion des souvenirs de ces inondations la légende du grand déluge telle qu'elle est racontée dans la Bible ou dans l'épopée de Gilgamesh. Je n'essaie nullement de prouver que le déluge universel ou biblique a eu lieu. Je veux simplement montrer que dans cette région, une série d'événements d'ordre naturel et humain a pu provoquer la migration d'habitants de Mésopotamie vers l'Égypte. La littérature épique dit que le grand mur d'Uruk a été construit par Gilgamesh. Des fouilles ont montré que ce mur a été édifié durant la première phase de la période dynastique archaïque, communément appelée Da-1. Sur la chronologie, on peut voir que Da-1 arrive des siècles après la période correspondant au déluge, découvert par Woolley. La liste des rois sumériens situe le déluge plusieurs générations avant Gilgamesh, ce qui correspond approximativement à la période de l'épaisse couche de vase des sous-sols d'Ur. Madame Woolley aurait-elle vu juste? Si tel est le cas, cela signifierait que l'époque de Nemrod et de la tour de Babel se situe entre ces deux points de repère, à savoir durant la période d'Uruk, avec ses temples à terrasse et ses façades à niches décorées avec ses magnifiques mosaïques coniques. Pendant cette même période, la figure du prêtre roi prédomine. Pourrait-il être le souverain qui se cache derrière la légende de Nemrod, le vaillant chasseur et constructeur de la tour de Babel? Voyons ce que nous savons sur ce prêtre roi anonyme.
il est tout d'abord présenté comme un chasseur, tuant des lions avec une lance et un arc. Puis on le voit adorer la déesse Inanna d'Uruk, apportant des offrandes à son temple, voyageant à bord d'un bateau à haute proue, emportant avec lui son autel sur le dos d'un bœuf. Et surtout, il apparaît en Égypte, gravé sur le manche du poignard de Gebel el-Arak. Quel est ce mystérieux roi d'Uruk que l'on retrouve sur un prestigieux objet égyptien? La liste des rois sumériens situe la première dynastie d'Uruk juste après le déluge et désigne Enmerkar comme le deuxième roi. Ce souverain est proclamé comme étant celui qui a amené la déesse Inanna des montagnes pour lui construire un temple à Uruk. Puis, il en a fait bâtir un autre à Eridu, qui serait très probablement celui du temple d'Enki, le prototype de la ziggurat. Autrement dit, il aurait bâti le premier temple à terrasse. Enmerkar semble pouvoir correspondre au Nemrod de la Bible, le constructeur de la tour de Babel. Le problème est de pouvoir confirmer l'identification d'un roi sumérien mythique avec un souverain biblique légendaire. Mais je détiens peut-être une réponse. La solution au problème repose dans le nom sumérien En-Mer-Kar, roi d'Uruk. La dernière syllabe Kar est un mot sumérien qui correspond à l'acadien Abilom, signifiant chasseur. Le nom, à proprement parler du roi, est donc Enmer, le chasseur. C'est l'indice qu'il nous fallait. J'enlève les voyelles, comme l'aurait fait un scribe de la Bible, puisque l'hébreu ne s'écrit qu'avec des consonnes. Il me reste NMR. Je retrouve donc le nom biblique de Nemrod, le vaillant chasseur. Peut-être venons-nous de découvrir l'identité mystérieuse du légendaire Nemrod. C'est également à cette période que des colonies s'établissent sur les rives de l'Euphrate, remontant jusqu'en Assyrie et au-delà. Il apparaît que les Mésopotamiens des marais du Sud migrent également vers de nouvelles et lointaines terres habitables. Joséphus semble avoir eu connaissance de ces migrations qu'il lie avec la chute de la tour de Babel et de la dispersion des nations qui s'ensuivaient. Après la chute de la tour de Babel, les hommes se dispersèrent sur toute la surface de la terre, implantant des colonies à travers le monde. Certains allèrent au-delà des mers à bord de navires. Certaines nations gardent encore les noms que leur ont donnés leurs premiers fondateurs. Aurions-nous découvert un lien entre la Bible et l'histoire de la jeunesse de l'Égypte? Pour Joséphus, il ne fait aucun doute que les Mésopotamiens se rendent en Égypte du temps de Nemrod, le premier potentat sur terre. Des 4 fils de Cham, le temps n'a pas altéré le nom de Cush. Les Éthiopiens sur lesquels il règne sont encore de nos jours appelés Cushim. La mémoire de Misraïm est également préservée. Tous les habitants de la Judée appellent l'Égypte Misra et les Égyptiens les Misraïm. En arabe, l'Égypte s'appelle encore aujourd'hui Misra ou Masr. En hébreu, Mizraïm veut tout simplement dire descendant de Misra. J'ai émis l'hypothèse selon laquelle le contact entre la Mésopotamie et l'Égypte se serait fait par voie maritime en contournant la péninsule arabique. Mais il n'est pas facile d'en convaincre les spécialistes. Si on regarde une carte, on a l'impression que la distance qui sépare l'Égypte, le golfe Persique et les contrées des premières cultures sumériennes de Mésopotamie n'est pas très grande. Mais techniquement, cela représente une très grande distance. Votre hypothèse ne me dérange pas d'un point de vue théorique, mais il faudra des preuves que des Mésopotamiens auraient pu naviguer aussi loin pour rejoindre la mer Rouge. Une fois parvenus à la mer Rouge, la question des contacts à travers les wadis a déjà été tranchée. La voie, en effet, était grande ouverte. La question est de savoir comment ils auraient rejoint la mer Rouge en contournant la péninsule. C'est sur ce point qu'il faut s'interroger. Était-ce possible? Et si oui, est-ce que cela a été fait? Et dans quel but? Nous devons confronter les avis de différents spécialistes pour déterminer s'il y avait des obstacles majeurs à un itinéraire par voie maritime.
Il devait certes y avoir des bateaux pour une navigation en mer, mais ils n'étaient pas très gros, et par conséquent, ils ne pouvaient pas transporter beaucoup de réserves de nourriture et d'eau potable. L'hypothèse serait un voyage par étapes, avec des arrêts tous les 2 jours environ. Du cabotage. Exactement, le long de la côte. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait très peu d'eau sur la côte sud de la péninsule. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Ce détail pourrait s'avérer crucial. Je me suis renseigné sur les courants marins. Il y a un courant qui descend de l'Inde en période de mousson. Et comme les vents tournent en mer Rouge à certains moments de l'année, la navigation devient possible du sud vers le nord. C'est donc faisable d'un point de vue strictement navigable. Pouvait-il se ravitailler le long de la côte? C'est un autre problème. La question de l'eau est cruciale si l'on veut mettre en évidence un itinéraire maritime depuis la Mésopotamie. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas s'appuyer sur les conditions naturelles actuelles pour déterminer celles d'une époque aussi lointaine. Il serait insensé de prétendre connaître aussi bien la disponibilité en eau autour de l'Arabie Saoudite de nos jours qu'en l'an 3200, 3000 ou 2900 avant notre ère. Ça n'a aucun sens. Je crois que nous sous-estimons l'importance de la navigation maritime dans le monde préhistorique. Peut-être, en effet, était-il plus facile et plus sûr de contourner la péninsule arabique par cabotage que de s'aventurer en caravane à travers des territoires truffés de bandits. Quand on réfléchit sur les moyens de transport de l'Antiquité, il faut garder en tête que le transport de biens par mer était de loin la meilleure solution. On pouvait alors transporter plus de marchandises tout en réduisant les risques. J'imagine que si un marchand avait le choix entre la voie terrestre et la voie maritime, il choisissait la voie maritime. Ce serait en Haute-Égypte que la civilisation pharaonique aurait ses origines. C'est également là que l'on a retrouvé le plus d'objets mésopotamiens. Tout cela concourt à supposer un contact par le sud et non par le nord. Sans compter que c'est dans le désert qui borde la Haute-Égypte que se trouvent les pétroglyphes représentant des bateaux à haute proue. J'aurais pensé que les bateaux à haute proue étaient plus adaptés à une navigation en mer plutôt que les bateaux en forme de croissant trouvés en Égypte pour circuler sur le Nil. Ceux qui semblaient destinés à la navigation en mer ont une proue et une poupe plus haute. Il y a peut-être une différence fondamentale dans la conception des bateaux selon qu'ils devaient naviguer sur une rivière ou en mer. Une étonnante découverte est faite au Koweït, à seulement quelques kilomètres des cités sumériennes d'Eridu et d'Ur. Lors de nos campagnes de fouilles au Koweït, nous avons peut-être trouvé les premiers vestiges des premiers bateaux pouvant naviguer en mer. Mais encore une fois, ce ne sont que des fragments. Nous avons ce modèle réduit de bateaux en argile. Ce qui est encore plus enthousiasmant, ce sont des morceaux de bitume couverts de bernacles d'un côté. La présence de ces coquillages permet de conclure à une immersion prolongée dans l'eau de mer. De l'autre côté, on aperçoit des marques horizontales faites par les roseaux. Nous savons que la plupart des premières embarcations étaient faites de bottes de roseaux attachées les unes aux autres. Puis l'extérieur de la coque était enduit de bitume pour la rendre étanche. Mais ce n'est pas tout ce que le professeur Crawford et son équipe ont trouvé au Koweït. Sur votre site au Koweït, vous n'avez pas seulement trouvé ces morceaux de bitume avec des empreintes de roseaux, vous avez également découvert de l'obsidienne. D'où a-t-elle pu venir? Nous n'avons pour l'instant fait analyser qu'une seule pièce. C'est un petit échantillon, il y en a très peu. Nous devons en avoir entre 15 et 20 petits bouts. Nous devons en faire analyser plus. Celle qui a déjà été étudiée vient d'Arabie de l'Ouest ou du Yémen, ce qui est très surprenant. En effet, la seule obsidienne de cette bande côtière ayant été analysée vient de la région à laquelle vous vous attendez, à savoir l'Anatolie. La découverte d'obsidienne du Yémen dans un contexte archéologique mésopotamien ouvre des perspectives fascinantes. Dans cette vitrine, il y a des fragments d'obsidienne exhumés à Nagada par Petrie. Or, cette roche volcanique noire ne se trouve pas en Égypte. D'où vient-elle?
Vous n'êtes pas sans savoir qu'au musée de Pétri, il y a des fragments d'obsidienne trouvés à Nagada en Égypte. J'aimerais obtenir l'autorisation de faire analyser un des fragments par le même laboratoire que vous. S'il s'avère venir aussi du Yémen, on aurait là un cas de figure très intéressant. Comment, en effet, serait-il passé d'Arabie en Égypte? C'est là la grande question. Ce serait très intéressant. Il y a donc des hypothèses archéologiques à étudier. Elles seront peut-être en mesure de confirmer un itinéraire par le sud pour entrer en Égypte via le désert oriental. La mythologie égyptienne recèle un indice encore plus intéressant qui vient des temps immémoriaux, quand l'Égypte naît des abysses de l'eau, appelés les eaux de Noun. Ici, au temple d'Edfou, au-dessus du Pranaos, on voit une scène connue seulement de quelques égyptologues et complètement délaissée par les touristes et les guides. Elle décrit le roi d'Égypte debout devant le monticule originaire. Tout près de lui, Horus, le dieu faucon, est perché sur des roseaux. Derrière lui se tiennent les divinités primitives de Zeb-Tépi de la première fois ou les premiers temps. Il leur a été donné de nombreux titres comme Thoth et les sept sages, les esprits glorieux du tout premier âge, ou encore les dieux bâtisseurs. Mais ils sont originairement connus comme étant les Sheptiou. C'est un nom difficile à interpréter, mais que l'on peut probablement traduire par les anciens. Les deux principaux dieux sont Wa, celui qui est lointain, et Aa, le grand. Le troisième personnage assis est appelé Nai, le marin. Le troisième dieu, le marin, suggère une association avec des vaisseaux, tandis que celui qui est lointain évoque l'idée d'un endroit éloigné. Après avoir mis en évidence les liens avec le livre de la Genèse, il est très intéressant de découvrir que dans les traditions littéraires de Mésopotamie, le héros du déluge est appelé « celui qui est lointain », car c'est également le sens du nom égyptien Horus. La mythologie égyptienne de la création du monde semble pointer du doigt vers un lieu lointain, au-delà de l'Égypte, où serait l'île de la création. Les dieux bâtisseurs Sheptiou y ont édifié le tout premier temple, entouré par les eaux de Noun, au bout du monde et au commencement des temps. Nous sommes de retour dans le désert oriental, à la recherche de traces indiquant que les hommes des temps prédynastiques étaient capables de s'orienter à travers ces terrains difficiles. Il suffit de s'avancer dans n'importe lequel de ces wadis pour découvrir d'incroyables pétroglyphes gravés par ces esprits éphémères du désert. Personne n'a vu ces traces du passé depuis que Hans Winkler les a découvertes dans les années 1930. Il ne mesurait pas alors la portée de sa découverte. Ces vestiges sont remarquables dans tous les sens du terme. L'équipe de l'étude a mis en évidence plusieurs gravures qui s'avèrent être des cartes antiques. Elles servaient à se repérer à travers ce dédale de gorges, indiquant les points d'eau et les territoires sacrés de chasse en direction du Nil et depuis le Nil. Voici la carte du site 17 de Winkler. Maintenant, elle est très sombre. On ne distingue presque plus rien à la surface de la roche. On voit des dessins plus clairs ici. Ils datent de l'ère prédynastique. Ceux-ci doivent donc être plus anciens. Je vais essayer de vous les montrer. On a le Wadi El Atwani qui descend et qui fait une boucle par ici. Si vous suivez mon doigt, vous verrez jusqu'où il va. Il finit par rejoindre le Wadi Amamat qui repart dans cette direction. Sur le chemin Atwani, il y a deux cercles, le premier ici et le deuxième plus bas. Ils désignent les deux sites où l'on a trouvé les pétroglyphes, les sites 17 et 15. C'est la plus vieille carte du monde. Ces cartes gravées dans la roche ont été comparées à des cartes récentes de la région et elles correspondent plus ou moins à la géographie des lieux. Elles précèdent de 2 millénaires les cartes pharaoniques du Nouvel Empire, jusque-là considérées comme les plus vieilles cartes du monde. Je suis persuadé que c'est à travers ces gorges que les embarcations en roseaux des aventuriers mésopotamiens ont été traînées depuis la mer Rouge jusqu'au Nil, dans le but, qui fut atteint, de coloniser les rives du plus grand fleuve d'Afrique. Les scènes où l'on voit des bateaux traîner à travers le désert auront un écho dans les bas-reliefs plus tardifs des temples et des tombes du Nouvel Empire. Dans le temple d'Osiris à Abydos, le dieu faucon de la nécropole Sokar est transporté sur un bateau à haute proue. L'embarcation n'est pas tirée dans l'eau, elle est montée sur un traîneau en bois et elle est traînée dans le sable par le roi lui-même. De la même façon, le cercueil d'un pharaon du nouveau royaume est tiré jusque dans sa tombe dans la vallée des rois, à bord d'un bateau lui-même monté sur un traîneau. À sa mort,
le roi ne fait plus qu'un avec le dieu de la mort, Osiris, dont le nom se prononce Azar en ancien égyptien. Il y a une autre coïncidence à examiner. L'un des dieux sumériens d'Eridu porte aussi le nom d'Azar. Le nom même du temple d'Osiris cache peut-être un indice. Abydos est un mot grec pour transcrire le hiéroglyphe égyptien Abdou qui se prononçait Abzou. Ainsi, le site religieux égyptien le plus sacré, à savoir le temple d'Osiris, et le lieu de sépulture des premiers pharaons, porte le même nom que le sumérien Abzou, le dieu des eaux souterraines. Les Égyptiens ont également un nom pour désigner les eaux du chaos, à partir desquelles l'île de la création a été formée. Et bien sûr, Noun est le même nom qui désigne l'île sacrée d'Eridu, qui jaillit des eaux souterraines, le sanctuaire d'Abzou, d'Enki et d'Azar. Il semblerait que les pharaons aient longtemps perpétué la mémoire de leur mère patrie et de leur dieu. Une île de sable appelée Nunki, la terre du Tout-Puissant, où sont nés les dieux ainsi que les civilisations de Mésopotamie et d'Égypte. Rassemblons toutes ces données en une épopée historique, en une histoire légendaire qui, selon moi, est étayée par des preuves archéologiques. Il y a 6000 ans, les hommes construisent la première cité sur Terre au nord du golfe Persique, dans les marais du sud de l'Irak. Cette cité s'appelle Eridu. C'est ici que gouvernent les premiers rois. À quelques kilomètres de là, vers l'ouest, les cités d'Uruk et d'Ur sont fondées par des rois héros, parmi lesquels Enmer le chasseur, qui apparaîtra plus tard dans la Bible sous les traits de Nemrod, le vaillant chasseur. Son règne commence après le grand déluge, et c'est lui qui fait ériger dans l'enceinte d'Uruk un somptueux temple orné de mosaïques coniques colorées. Enmer fait également bâtir un temple à terrasse sur l'île d'Eridu. Ce temple, entouré par les eaux de Noun, va devenir l'archétype mythique des temples égyptiens. Dans le récit biblique, il deviendra la légendaire tour de Babel. Un peuple nouveau commence à s'implanter dans le sud de l'Irak. Il parle une langue différente, d'où la légende de la confusion des langages. Un euphémisme biblique pour indiquer des conflits entre les indigènes mésopotamiens et les nouveaux venus sumériens. Les ressources naturelles étant limitées dans ces régions marécageuses, les habitants sont poussés à chercher d'autres terres à coloniser. Ils consacrent ainsi la légende de la dispersion des nations. Certains remontent vers le nord, vers l'Euphrate et le Tigre, d'autres prennent la voie maritime du sud, empruntant l'actuel océan Indien. Les pionniers des mers ont depuis longtemps eu vent de l'existence d'un beau pays, sur le continent africain, arrosé par un fleuve qui remonte vers le nord pour se jeter dans la Méditerranée. Ils voguent hors du golfe Persique. Ils mettent cap vers le sud pour longer la péninsule arabique et remonter ensuite vers la mer Rouge. Ils posent le pied à l'entrée des grands wadis du désert oriental. Leur plus grand atout étant les embarcations en roseau à haute proue, enduites de bitume, ils ne peuvent se décider à les abandonner sur les rivages de la mer. C'est pourquoi ils les tirent à travers les wadis pour les remettre à flot dans les eaux du Nil. Avec leurs bateaux à haute proue et leurs masses piriformes, les envahisseurs se battent contre la population locale et prennent le pouvoir en Haute-Égypte. Certains remontent jusqu'au delta, où ils établissent la ville portuaire de Bouto, une porte ouverte sur la Méditerranée. Des vestiges de leur temple sont exhumés sous forme de cônes de couleur, semblables à ceux qui ornaient le temple d'Uruk. Le livre de la Genèse associe ces colonisateurs mésopotamiens au fils de Cham, l'un des 3 fils de Noé. Couch donne son nom à l'antique royaume de Couch, le long de la partie supérieure du Nil, l'actuel Soudan. Selon la Bible, celui qui les dirige vers l'Égypte est Misraïm, lui aussi fils de Cham. Ce nom perdure encore de nos jours dans la langue arabe pour désigner l'Égypte. Put, le 3e fils légendaire de Cham,
pourrait évoquer la lointaine Mésopotamie aux colons installés à Bouto, dans le delta du Nil. L'archéologie seule ne saurait nous dire si les premiers rois d'Égypte étaient des étrangers venus de l'Est. Peut-être que les fils de Cham, à bord de leur nef à haute proue, se sont alliés à des chefs indigènes. Il y aurait alors eu des Mésopotamiens derrière le trône de Haute-Égypte. Ils auraient apporté leur technologie et leur idéologie, donnant ainsi naissance à la civilisation pharaonique. Je pense, pour ma part, que les générations suivantes d'Égyptiens ont conservé le souvenir de ces visiteurs comme étant les suivants d'Horus, les divins Cheptiaux. Ces bâtisseurs originaires venaient de la terre de lumière, où étaient nés les dieux, et où le pharaon retournait pour sa glorieuse renaissance au soleil levant, émergeant de la mythique île de la Flamme. Au cours de cette passionnante aventure, nous avons révélé deux traditions différentes sur les origines de la civilisation égyptienne. Toutes deux relèvent de la légende, mais les légendes elles-mêmes se fondent peut-être sur de véritables événements historiques. Les suivants d'Horus et les fils de Cham sont-ils les mêmes personnages? Nous ne le saurons probablement jamais. Mais qui sait quel secret le désert oriental peut encore nous dévoiler?